Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand reportage. C'est un pays africain meurtri qui pense sa cicatrice, un pays traumatisé par le génocide le plus rapide et le plus efficace de l'histoire. 1 million de morts en 6 semaines, à la machette et au couteau. La minorité Tutsi a été essentiellement visée, même si des Hutus modérés ont aussi été exterminés. Nous allons parler bien sûr du Rwanda. L'élection présidentielle y a lieu cette semaine. Paul Kagame, le chef de l'État au pouvoir depuis 1994, est sûr de l'emporter face à 3 autres candidats. Il devrait donc entamer son dernier mandat dans une atmosphère tendue. Meurtre d'opposants et de journalistes par exemple, médias suspendus, etc. Une partie de l'opposition en face de lui dénonce par avance une farce électorale. Notre reporter Lucas Manget, qui est avec nous en plateau, a parcouru le Rwanda. Il nous en dresse un portrait. Il a également essayé de décrypter la façon dont fonctionne le système Kagame. Bienvenue dans Porter. On dit parfois que le Rwanda est le pays des 1000 collines. On dit aussi que c'est le pays d'un rêve. On dit que le président est un PDG, que le Rwanda est une compagnie privée. On sait surtout que dans ces collines furent tués 1 million de Rwandais en 6 semaines, soit 1 personne sur 8. Un génocide, le massacre humain le plus efficace et le plus rapide depuis Hiroshima. Le rêve serait que cette génération d'enfants rwandais ne connaissent le génocide que dans les livres et les récits. Le but, faire de ces gamins les plus éduqués et les plus efficaces d'Afrique. Gloria croit à ce rêve. 24 ans, polyglotte, brillante. C'est l'une des responsables de l'informatisation des écoles. Pour faire de ce petit État le Singapour de l'Afrique, il faut aller vite. Dans 2 ans, la moitié des élèves rwandais auront ce petit ordinateur portable sur leur bureau et à la maison. L'une des forces majeures de ce pays, c'est qu'il y a un rêve et qu'on a plusieurs personnes qui y croient. Et sur ce projet spécifique, l'école a montré beaucoup de sa bonne volonté. Les parents, l'administration de l'école ont montré beaucoup d'efforts et beaucoup de créativité. L'apprentissage se fait désormais en anglais pour des raisons pratiques mais aussi éthiques. You are writing. Okay. What are you writing? I write a homework. Okay. He's writing his homework. Il est en train d'écrire son devoir à domicile. C'est s'ouvrir au monde pour que, je pense, une idéologie uniforme ne soit pas appliquée, mais que ce soit plutôt des pensées qui se complètent et que les enfants aient la liberté de penser par eux-mêmes et la liberté de choisir ce qu'ils trouvent être le mieux pour le pays, pour tout le monde. L'idée, simple mais très chère, est venue d'en haut. Le président Paul Kagame encourage les partenariats publics-privés pour financer ce genre d'initiative. C'est au niveau gouvernemental et c'est le président lui-même qui a pris en charge l'initiative et qui a lancé, qui a donné l'idée que chaque enfant rwandais devait avoir un laptop et devrait être confortable en termes de ICT. ICT, Information Communication Technology, que chaque enfant rwandais devrait grandir avec la technologie. C'est l'avenir du Rwanda qui se dessine. Ça va. Le patron de Gloria, merci beaucoup. Comme tout le monde ici, est résolument optimiste. Mais informatiser une population rurale peut modifier l'équilibre familial d'un pays très traditionnel. Un étudiant qui rentre chez lui avec un laptop qui coûte $200 et qui d'un coup devient le centre d'intérêt de la famille. Il amène un objet qui a beaucoup plus de valeur que ce que son père ou sa mère pourrait ramener. Donc ça change tout le concept c'est pas dangereux, de la famille. C'est pas dangereux parce que le Rwanda a vécu quelque chose de tragique. Et depuis 1994, le Rwanda a connu une évolution. Et après 2000, on a connu une évolution exponentielle dans tous les domaines. Si tout se passe comme prévu, les enfants rwandais seront les plus informatisés et les plus éduqués d'Afrique. Il y a encore du chemin. Et dans le village de ces écoliers, Byumba, les anciens regardent le train de la modernité avec des réserves. Tout semble tenir par la volonté du président. Tard le soir, dans son ministère à Kigali, un très proche de Paul Kagame a pris en charge l'éducation nationale, poste sensible, après les affaires étrangères. Lui aussi croit au rêve rwandais, mais il croit surtout en la force d'un homme, son patron, et à ses promesses.
tout est suspendu au leadership. Si le leadership n'est pas conséquent, si le leadership ne fait pas ce qu'il dit, si le leadership n'a pas de vision, vous pouvez le dire, le chanter, ça ne marchera pas. Mais quand vous avez un leadership qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, automatiquement les choses marchent. Le caractère de Paul Kagame serait donc la seule raison de l'exception rwandaise. Ce n'est pas si simple. Des entreprises étrangères, notamment chinoises, bâtissent un nouveau centre-ville. Le pays est en constante évolution. Kigali se transforme et l'objectif c'est 2020. Dans 10 ans, le Rwanda sera Singapour. Mais l'un des ressorts du pouvoir en place depuis la fin du génocide est justement de ne pas faire table rase du passé. Il faut l'utiliser comme moteur. Exemple, comme tous les derniers samedis du mois, c'est l'Umuganda, la demi-journée de travail collectif pour tous les Rwandais. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces arbres? On va les planter, ça. Elle, c'est Rika. 32 ans, enfance à l'étranger, elle est revenue au Rwanda après le génocide, attirée par le miracle. Elle est fonctionnaire, zélée et convaincue. Le pays est divisé depuis longtemps, en familles, en cellules et en secteurs. Chacun se connaît, s'observe et souvent se surveille. Une organisation méthodique au service de la reconstruction du Rwanda, avec une émulation très organisée. Des fois, il y a plutôt une compétition au niveau des, si je pourrais dire, des secteurs. Donc s'il y a des secteurs qui sont reconnus et qui participent très souvent au Muganda, c'est reconnu, donc on donne bien sûr le crédit aux autorités locales de l'endroit. Et donc c'est plutôt une fierté pour les habitants de dire, ah voilà, nous on est dans notre secteur, on travaille, c'est bien, on est reconnu. Et donc il y a plus cet esprit peut-être de compétition ou de concurrence qu'il y a au niveau des communes. Et c'est ça qui fait que les gens viennent et qu'il y a certaines communes qui sont reconnues et d'autres moins. Et ça marche. Malgré les aspects obligatoires, chacun a envie d'y croire. Et les responsables, eux-mêmes, sont tenus d'ouvrir la voie. Je suis censée montrer l'exemple. Tous les fonctionnaires sont censés montrer l'exemple. Et même toute personne une autorité, que ce soit même dans le secteur privé aussi, sent qu'il doit montrer l'exemple. À la fin de la matinée, les autorités locales réunissent la population de cette banlieue modeste de Kigali. Le but ce matin, sensibiliser aux questions environnementales. On chante, on rit, on danse, mais tout autour, la foule comprend bien le message. Transformer le Rwanda implique la participation de tous. Et quelques membres du FPR, le parti de Paul Kagame, sont présents pour appuyer le message. Avec un rappel sous forme parodique, un homme a trop bu, il a oublié de venir travailler à l'Umuganda. Il ne risque rien, mais ce n'est pas bien vu. Dans un pays où plus de la moitié de la population souffre de troubles psychiatriques post-génocide, après tout, le travail est une thérapie nationale plutôt bien acceptée. À 2 heures de Kigali, un peu après Ruhengeri, se situe un autre lieu clé du rêve rwandais. Le centre de démobilisation et de réhabilitation a vu passer plus de 9000 anciens combattants en 8 ans. Des rebelles rwandais qui menaient la guerre depuis le Congo. Pour les faire revenir, une solution, leur proposer une réintégration dans la vie rwandaise. Les arrêter, oui, mais pourquoi? Ils viennent du Congo, on leur a donné une amnistie. On les a graciés pour qu'ils reviennent construire le pays et participer à la reconstruction nationale. C'est beaucoup mieux que de les emprisonner. Et puis, ça servirait à quoi? En ce moment, ils sont 265 sur les bancs de cette école un peu particulière. Les détracteurs de cette méthode parlent de lavage de cerveau. Ces hommes et ces quelques femmes sont des Rwandais. Pour beaucoup, ils ont fui l'arrivée au pouvoir de Kagame et du FPR après le génocide de 1994. La plupart d'entre eux ont passé 16 ans dans la jungle congolaise. Attirés par les nouvelles lumières de leur pays et par l'amnistie, ils reçoivent 2 mois d'instruction civique et économique. C'est pour prendre la mesure des changements spectaculaires de leur patrie. Après seulement, ils pourront réintégrer leur famille et chercher du travail. C'est ce qu'a décidé cet homme, un colonel, rebelle pendant 16 ans. Aujourd'hui, il veut être un parfait Rwandais. Son passé, il ne revient pas dessus. Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de raison de me battre contre le régime, parce que j'ai été sensibilisé par ma famille
et par le gouvernement. Donc aujourd'hui, vous faites confiance à ce gouvernement? Oui, j'ai rentré d'abord parce que j'avais confiance en ce gouvernement. Mais c'est quoi la différence entre le FPR de quand vous aviez 25 ans? Quand vous êtes parti, vous dites parce que le FPR a pris le pouvoir, et le FPR d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Je ne peux pas répondre à cette question. Seulement, pour le moment, tout va très bien. 17 de ces hommes l'ont suivi. Lassés de se battre, ils admettent que le Rwanda a changé et ne veulent pas rater cette opportunité. Unité, travail, réconciliation et confiance. Faustin Kagame est l'un des proches conseillers du président. Lui aussi a rejoint le projet, rassuré par l'ambition d'un chef militaire qui a su endosser l'habit civil. Et pour lui, on critique un peu trop facilement le président. Moi, je pense qu'il est exemplaire. Hein. Surtout, je suppose que vous avez remarqué aucun culte de la personnalité sur la personne du président. Vous n'avez jamais entendu des chansons qui disent Kagame, Kagame. Vous n'avez jamais vu des monuments à sa gloire, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Mais nous sommes tous très conscients que c'est quand même, il est une personnalité qui va entrer dans l'histoire, franchement. Le régime est critiquable, l'opposition tenue à distance. Mais Kagame a réussi à éloigner le spectre de la barbarie et en soi, c'est gigantesque. Il n'y a aucun signe qui montre que le gouvernement actuel aurait des tendances ethnisantes ni génocidaires, et donc ça ne se passera pas. Le génocide a été fait par l'État, avec toutes les structures de l'État, avec l'administration, avec les armes des soldats du gouvernement. Et d'ailleurs, tous les génocides sont comme ça. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui organise ça contre des populations ciblées qui sont généralement des armées. Le racisme, on en souffre partout où on passe. Hein. Vous savez, c'est une plaie un peu générale dans le monde entier. C'est vraiment une plaie, sauf qu'ici, il est vraiment allé jusqu'au bout et a failli presque faire disparaître mon pays, ça c'est clair. Ouais. Dimanche matin, au stade de Kigali, les cyclistes professionnels du pays se retrouvent pour le départ d'une course. Encore un autre visage du nouveau Rwanda. D'ailleurs, on y retrouve Rika, qui vend à la télévision les bienfaits du sport et encourage les Rwandais à accueillir les touristes. Normalisation, c'est le maître mot, le Rwanda doit être exemplaire. Paul Kagame va gagner la présidentielle pour la seconde fois, aucun doute là-dessus. L'opposition est partie en désordre, elle a du retard. Pour rattraper Kagame, il lui faudra du souffle et contre-attaquer. Cette fois-ci, le président historique du Rwanda ne sera plus regardé à l'aune de sa gestion du post-génocide, mais comme un homme politique atypique dans un pays marqué à jamais par le mal. Kagame parviendra-t-il à réaliser son rêve ? Merci Lucas Manget d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que ce reportage, vous l'avez réalisé avec Hélène Frade. Première question, comment va aujourd'hui le Rwanda alors que le président Kagame remet en jeu son mandat ? Là, ces dernières semaines, la situation est un peu tendue, évidemment, en pleine période électorale, avec beaucoup de critiques sur l'organisation de cette campagne et sur le système Kagame. Vous le savez, il y a eu des opposants qui sont à l'étranger, principalement en Afrique du Sud, d'anciens très proches de Paul Kagame, qui critiquent très largement le processus électoral, qui disent que Paul Kagame tient de toute façon le pouvoir et a empêché toute forme d'opposition dans ce processus électoral. Des médias ont été muselés, interdits, sous des accusations de révisionnisme de la période du génocide. Donc le climat est extrêmement tendu, mais en dehors de ça, le pays économiquement va bien, socialement va bien aussi. Il y a évidemment beaucoup de choses à faire encore au Rwanda, mais l'avancée de l'économie et les progrès incroyables de ce pays dans la situation africaine continuent. On le voit beaucoup dans votre reportage, on va y revenir, Lucas Manget. Alors, ceux qui veulent la guerre auront la guerre, a déclaré le président Kagame. Il répondait à un ancien colonel en exil que vous évoquiez tout à l'heure. Un autre ancien homme fort du régime, le général Nyamwasa, a essuyé une tentative d'assassinat à Johannesburg en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, c'était en juin. Est-ce qu'on peut imaginer le Rwanda basculer de nouveau dans l'horreur ? Les propos de Paul Kagame sont assez forts. Ils sont aussi forts que ceux de l'opposition, effectivement, de ces deux militaires, qui sont d'anciens très très proches de Paul Kagame. Hein, c'est ça qui est important aussi, et qui sont basés en ce moment en Afrique du Sud. Bien sûr que le Rwanda peut de nouveau basculer dans un conflit, dans une guerre civile. La situation reste extraordinairement fragile. Mais on ne peut pas demander à des gens
qui ont vécu il y a 15 ans l'un des génocides les plus atroces de l'histoire de l'humanité, d'oublier en 15 ans. Donc évidemment, il y a partout au niveau familial, au niveau des villages, au niveau des villes, des rancœurs, des gens qui ne se sont pas pardonnés et effectivement beaucoup de choses qui sont restées sous-jacentes et qui peuvent s'exprimer, notamment le fait que Paul Kagame tient une grande partie du pouvoir et qu'il reste au pouvoir. La grande question, ce n'est pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'il lâchera le pouvoir comme il l'a promis à la fin de ce mandat-ci, s'il est réélu. Et la question du génocide est bien sûr partout présente dans toutes les conversations, est présente aussi, vous l'expliquez un peu, dans tous les sujets, dans tous les aspects de la vie rwandaise. Oui, parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, évidemment, sans parler de ce qui s'est passé il y a 15 ans et du génocide des Tutsis, 1 million de morts en 6 semaines. Ce génocide a bouleversé, traumatisé, mais aussi transformé complètement ce pays. Et sur les restes et les bases de ce génocide, Paul Kagame et beaucoup de gens dans le pays, pas seulement Paul Kagame, croient à un rêve qu'il est possible de faire de ce pays le Singapour, comme le dit le président Kagame lui-même, de l'Afrique. Et de fait, ils sont en train économiquement et socialement d'y arriver, à moins que les tensions ne se ravivent. Sur ce développement économique, justement, parlons assez rapidement, Lucas Mangel. Le Singapour de l'Afrique d'ici 2020, est-ce que Paul Kagame a les moyens de réaliser ses ambitions ? Il a les moyens si la situation politique, sociale ne se tend pas plus qu'elle ne l'est pour le moment. Mais de fait, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'expansion économique du Rwanda est absolument impressionnante. Merci Lucas Mangel, c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.